Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux d'ouvrir votre colloque, hein, parce que comme je le dis souvent, les bibliothèques sont vraiment un élément essentiel pour l'enseignement supérieur et la recherche, hein. On l'a vu notamment pendant le Covid, où les étudiants ont vraiment pu tenir le coup grâce aux ressources documentaires, tout ce qui était mis en place en ligne, le prêt d'ordinateurs, en tout cas dans notre bibliothèque clermontoise, mais je pense que ce n'est pas le seul endroit. Donc c'est vraiment avec très grand plaisir que je vais ouvrir ce colloque. Alors, je voulais dire aussi que ce bâtiment dans lequel vous êtes accueillis et vous serez accompagné pour une visite ensuite, est un bâtiment tout à fait exceptionnel, hein, puisque il est à la fois installé sur l'ancien laboratoire Magma et Volcan, hein, côté rue Kessler. Donc ça a été très bien réhabilité. Puis il y a une extension qui a été faite, mais dans l'esprit, et je crois que c'est une grande réussite architecturale. Et je voudrais rendre hommage d'ailleurs au travail acharné de nos collègues de la bibliothèque, hein, qui ont permis la mise en place de ce magnifique équipement. D'ailleurs, vous aurez une présentation de Mario de Aumonier qui intervient sur le thème de l'Odyssée du déménagement, hein. Donc je crois que ça a été important, et lorsqu'on fait visiter ce bâtiment à des collègues, ils sont notamment impressionnés par le nombre de kilomètres linéaires en sous-sol. Donc je crois que c'est vraiment un très bel équipement, et donc je rends hommage aux collègues. Et puis je voudrais particulièrement saluer Fabrice Boyer, notre directeur de la bibliothèque jusqu'à ce jour, qui ne peut pas être parmi nous pour des raisons de santé, et qui a vraiment donné toute son énergie pour que ce projet réussisse et soit un succès remarquable. Alors, puisque nous sommes sur le colloque du SUDOC, j'ai noté que vous êtes un réseau de données bibliographiques nationales pour l'enseignement supérieur et la recherche en France, avec 13 millions de références et 3000 bibliothèques qui sont membres du réseau. Alors, en lien à ce que je disais au début, je trouve que ce réseau est tout à fait remarquable, parce que ça permet, si j'ai bien compris, des échanges entre toutes ces bibliothèques. Il y a aussi une part considérable de numérisation. Et c'est vraiment important pour à la fois nos étudiants, la recherche, et le fait qu'il y ait ces millions d'ouvrages, soit sous forme papier, soit sous forme numérique, et aussi des cartes, etc., que cela soit stocké, échangé. C'est très important, surtout dans le monde dans lequel nous vivons, parce que l'accès à la connaissance passe complètement par des réseaux de votre type, où tout ce qui est fait en matière de littérature, de sciences et tout, est ainsi disponible à la fois pour nos étudiants et nos chercheurs. Donc vraiment, je vous souhaite un bon colloque, et que ça soit très enrichissant, d'autant plus que j'ai vu que le titre, c'est Cap sur un nouvel horizon, donc je pense que ça va être très stimulant intellectuellement. Voilà, merci. Écoutez, bonjour à tous, donc Julie Mistral, je travaille à la BES. Je vais essayer de rattraper un peu le temps perdu. Diapo 2, Vincent, s'il te plaît, pour vous montrer un peu le sommaire. Alors voilà, les choses qu'on va aborder rapidement là, puisqu'il faut que je vous quitte malheureusement à 10h15. Un très rapide retour sur le constat. Pourquoi il a fallu rénover ce réseau SUDOC PS, les modalités de travail qui sont arrivées à un nouveau dispositif que je vais vous présenter pour la partie ESR seulement, puisque c'est Wilfried Muller qui est avec vous, qui présentera la partie culture, ministère de la Culture.
Donc diapo 3, Vincent, s'il te plaît. Donc voilà, on est sur un réseau, même diapo 4, on va y aller, Vincent. Depuis 2020, en fait, on a identifié des difficultés dans ce réseau-là. 2020, c'est l'année où on écrit à tous les SCD qui hébergent des CR. On a 32 CR, 32 centres de réseau SUDOC-PS en France. Une partie thématique, une partie régionaux. Et on a en 2020 deux établissements qui nous disent ne plus vouloir poursuivre cette mission et ne plus pouvoir porter cette mission. Et donc ça commence en 2020, des difficultés qui mènent à 2025, 5 centres de réseau SUDOC-PS qui n'ont pas d'établissement porteur, qui ne sont plus hébergés. Et donc une situation qui est finalement très hétérogène, très contrastée à l'échelle nationale, avec des CR dont le CR Auvergne d'ailleurs, très dynamiques, soutenus par leur SCD, et puis d'autres qui sont vraiment en perte de vitesse. On peut passer à la diapo 5. Le temps moyen, la subvention annuelle, et puis quelques chiffres, elles montrent que en réalité, le temps consacré. Alors là, c'est une moyenne que je vous partage, 0,5 ETP par CR, avec des situations qui peuvent là encore être très 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 variables. Parfois 10% d'ETP sur un centre de réseau, parfois 1,5%, donc c'est très contrasté. Cela étant, on voit quand même à l'échelle nationale et depuis la naissance de ce réseau dans les années 80, de moins en moins d'ETP consacrés à cette mission par les établissements, qui est quand même une mission assez lourde, pharaonique, et donc des difficultés qui s'expliquent aussi par la LRU de 2010, qui fait que de plus en plus d'universités, alors c'est pas le cas à Clermont, mais de plus en plus d'universités ou de directeurs de SCD ont du mal à justifier et à trouver du temps à consacrer, de la RH à consacrer à ces missions. Et une subvention annuelle versée par la BES, qui est une subvention finalement du ministère, qui transite par la BES, mais voilà, c'est un budget MESR, qui n'est pas assez conséquente pour compenser le coût RH pour les établissements. Voilà, donc c'est une situation qui est compliquée, et à l'arrivée de notre directeur actuel, Nicolas Morin, en 2022, celui-ci comprend l'urgence de la situation et alerte le ministère en 2022. Alors, on peut passer à la diapo 6 puis 7. Voilà, donc le nouveau directeur de la BES en 2022 alerte le ministère, et il est donc décidé, puisque c'est aussi 2023 la période de rédaction du projet d'établissement 2024-2028 de la BES. En 2023, il est décidé de mentionner cet axe de refonte nécessaire, de réflexion nécessaire autour de ce réseau dans le projet d'établissement de la BES. Donc, c'est mentionné, c'est un des axes dans le point 5, renouveler, la BES souhaite renouveler ses relations au réseau, et il y a eu un paragraphe, un axe qui est vraiment réfléchir à la refonte de ce réseau SUDOC-PS. Parallèlement, et dès 2019, avec une petite interruption due au confinement, mais on a des contacts avec le ministère de la Culture qui s'intéresse à ce réseau, qui s'intéresse au plan de conservation partagé, qui nous contacte, qui veut en savoir plus sur les responsables CR, sur le réseau SUDOC-PS, etc. Donc on échange avec le ministère de la Culture. Et donc, suite à l'inscription au projet d'établissement de la BES, qui est lancé du coup 1er janvier 2024, des réunions, un groupe de travail est constitué fin 2023, et des réunions commencent avec un certain nombre de partenaires et d'opérateurs et de tutelles, et ces réunions auront lieu toute l'année 2024. Alors, on peut passer à la diapo 8. Donc ces réunions, elles mettent autour de la table le ministère de la Culture, la BES, le CTLES qui est le copilote des plans thématiques, qui sont des plans plutôt ESR,
Il y a aussi Percé autour de la table, il y a la BNF, côté culture, la BNF est l'opérateur de la culture pour le signalement du ministère de la Culture. Il y a aussi l'AFIL et des représentants des ARL, des agences régionales du livre. Donc l'AFIL, c'est la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, qui est un regroupement... Vous m'entendez toujours ? Des ARL, enfin qui est qui regroupe ces associations. On a aussi autour de la table des établissements qui accueillent des CR. Et d'ailleurs, Clermont est représenté puisque Fabrice Boyer participe à ces réunions. On a des représentants des bibliothèques municipales, mais bibliothèques municipales classées aussi. Donc on a des représentants des établissements qui assurent le signalement, qui participent au réseau SUDOC-PS, des bibliothèques non déployées. Et puis on a aussi un représentant du CIAF, donc le service interministériel des archives de France. Donc tous ces acteurs sont autour de la table. Et l'idée, c'est vraiment de mettre à plat, de comprendre le pourquoi des problématiques rencontrées par le réseau et de proposer des pistes et des solutions. Donc on travaille sur les moyens, on travaille sur les périmètres, etc. Et ce travail arrive à la formalisation par une convention cadre, une convention de partenariat, qui est quasiment presque signée aujourd'hui, qui est donc signée entre le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Culture, ABES, CTLES et BNF, pour cadrer, structurer les nouveaux dispositifs, et c'est ce dont je vais parler maintenant. Alors parallèlement, du coup, en 2024, ça c'est assez anecdotique, mais ça permet quand même au CR de continuer et de poursuivre leur travail. L'ABES envoie un avenant pour poursuivre la convention 21-23. Elle a été poursuivie par avenant en 24 et elle est poursuivie aussi en 25 pour nous laisser le temps de basculer sur le prochain dispositif. Donc ce dispositif repensé, et on peut passer à la diapo 9, ce dispositif, ces réflexions, en fait, les réflexions de ce groupe de travail interministériel, ça permet de prendre conscience qu'en fait, on souhaite passer d'un réseau de signalement qui était structuré autour des centres de réseau SUDOC-PS, d'un réseau de signalement qui était un réseau généraliste, généralisé, on va dire, qui visait en quelque sorte l'exhaustivité, et un réseau qui était doublé, avec en parallèle des plans, puisque des plans de conservation, il en existe depuis parfois plusieurs dizaines d'années, je crois que le plus vieux a 20 ans. Il existait des plans qui n'avaient pas vraiment de règles communes, chaque plan avait ses propres règles, et puis il y avait ce réseau de signalement assez généraliste, tendant vers l'exhaustivité, et donc les réflexions du groupe de travail amènent à penser qu'on souhaite passer de ce réseau-là, de signalement généraliste, utilisé par les plans de conservation partagés, à un réseau qui se structure autour des plans. On souhaite clarifier le paysage documentaire et le structurer par l'intermédiaire des plans de conservation partagés. Donc les plans de conservation partagés reviennent au premier plan, et c'est dans le cadre de ces plans de conservation partagés qu'on souhaite faire du signalement. Donc c'est un peu un changement de paradigme, une bascule, et donc l'idée, et c'est ce que porte la convention cadre qui est en finalisation, je crois qu'il reste une seule signature, et cette convention, elle pourra cadrer l'ensemble de ces dispositifs à compter de 2026. Mais cette convention, elle porte vraiment cette volonté d'une politique nationale de signalement des périodiques structurée autour des plans. Voilà, il y a une faute dans ma diapo, je crois. Et donc, les paysages et les périmètres, donc les périmètres documentaires sont clarifiés, les puits de financement sont clarifiés aussi par cette convention cadre. Donc on a d'une part des plans qui deviennent des PGP disciplinaires, des plans de gestion des périodiques,
qui sont coordonnés, pilotés et financés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà, qui portent sur des collections plutôt de niveau académique, des collections scientifiques, etc. et seront pilotés par des bibliothèques de l'enseignement supérieur en lien avec le CTLES pour le copilotage et puis la BES pour les parties convention, contractualisation et financement. Et puis on a des plans régionaux qui sont coordonnés et pilotés, financés par le ministère de la Culture via ses opérateurs locaux. Et ça, je ne vais pas m'étendre puisque Wilfried en parlera bien plus précisément tout à l'heure. Un troisième volet documentaire est identifié au moment de ces réflexions-là, qui est le volet presse généraliste et de loisirs. Ah oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit sur les plans régionaux, pardon, je ne veux pas m'y étendre, mais il faut quand même que j'en parle, c'est que ces plans régionaux, ils souhaitent s'attacher au signalement des titres patrimoniaux d'intérêt local, voilà, la presse locale, etc. Donc on a vraiment des périmètres documentaires qui se clarifient, qui se distinguent avec ce troisième volet documentaire qui est donc la presse généraliste et de loisirs, qui est identifié, mais pour laquelle des réflexions ne sont à la rédaction de la convention pas complètement finalisées. Et donc voilà, c'est bien identifié quand même comme troisième volet documentaire, mais pour l'instant on n'a pas de dispositif imaginé pour le signalement de ces titres-là en particulier. On peut passer à la diapo 10. Voilà. Et même à la diapo 11, puisque voilà, ce qu'on souhaite faire, donc, c'est passer de l'exhaustivité à des réseaux de signalement structurés par les plans de conservation et qui soient bien distingués, bien clarifiés. Et donc côté ESR, et c'est ce dont je vais parler maintenant, côté ESR, on décide de fusionner deux dispositifs qui sont le dispositif ABES, qui est le dispositif du réseau SUDOC-PS, et le dispositif des plans thématiques CTLES, pour arriver vers un dispositif ESR, PGP, où chacun des opérateurs, ainsi que le ministère, a clairement un rôle à jouer, et voilà, avec les conventions et le subventionnement qui sont gérés par la BES, et puis le pilotage, l'accompagnement des pilotes de plans disciplinaires par le CTLES. Voilà pour l'ESR. On peut passer à la diapo 13. Oui, voilà, enfin, cet arbre de décision, il a pour objet de définir les critères qui seront signalés dans le cadre des plans régionaux, les titres patrimoniaux rares, précieux, anciens, les documents identifiés comme en lien avec l'histoire, le patrimoine local, etc. Et on peut passer à la diapo 13 qui parle d'organisation et de pilotage. Effectivement, dans le cadre des réflexions du groupe de travail, on identifie un besoin en moyenne d'environ 1 ETP par établissement pilote. Et on travaille aussi aux moyens financiers qui seraient nécessaires pour le portage de ces plans. Donc là, je vais plutôt parler du volet ESR dans les suites de ces diapos-là. Donc les moyens financiers, ce qu'on souhaite aussi, et c'est quelque chose qui est de plus en plus le cas côté ESR, c'est du cofinancement. C'est-à-dire qu'on souhaite fournir aux pilotes de plan des enveloppes qui soient conséquentes, plus élevées que celles du réseau SUDOC-PS, par cette mécanique de cofinancement. C'est-à-dire que l'établissement porteur s'engage à piloter un plan en y consacrant de la RH, et puis l'ESR, enfin le ministère de l'Enseignement supérieur, via son opérateur l'ABES, soutient ces plans via une subvention suffisamment conséquente pour voilà, que les plans ils puissent avancer bien, notamment sur la partie signalement, la partie expertise de signalement et travail de signalement, puisqu'on sait
que c'est le poste le plus cher, le plus coûteux quand on travaille sur des périodiques. Un pilotage local des plans tel qu'il existait déjà, et puis une coordination inter-PCP aussi pour voir quelles sont les problématiques d'articulation entre les plans au fur et à mesure des années, qu'est-ce qu'on observe comme posant problème, comme étant à améliorer, etc. Et on peut passer à la diapo 14. Voilà, donc, qu'est-ce qui va se passer en 2026 ? Donc en 2026, il y aura des plans régionaux et des plans disciplinaires qui vont commencer. Alors côté plans régionaux, et d'ailleurs côté plans disciplinaires c'est pareil, l'année 2025 est un peu une année de transition pendant laquelle on continue à se réunir, à réfléchir dans des configurations qui sont plutôt culture d'un côté, ESR de l'autre. Chacun réfléchissant au circuit de financement, à comment solliciter les établissements pour porter ses plans, etc. etc. Donc côté ESR, un groupe de travail est piloté par le CTLES depuis début 25, oui c'est ça, début 25, et va très prochainement là déboucher, enfin à déboucher, mais les AMI vont être ouverts là dans les prochains jours je pense. Donc ce groupe de travail a travaillé à rédiger 2 appels à manifestation d'intérêt. Donc ce sera des AMI côté ESR et des appels à projets côté culture, si je ne me trompe pas. Et donc des appels à manifestation d'intérêt qui devraient être ouverts là entre mi-juin et mi-septembre, on va dire. Les dates ne sont pas tout à fait justes, qui permettront à des établissements de l'ESR de porter candidat pour le portage d'un plan, alors soit un plan disciplinaire ou thématique puisque c'était leur ancienne dénomination existant. On sait aujourd'hui par exemple qu'il existe des plans qui ne sont plus portés, voilà, il y a eu un travail de signalement, il y a eu des partenaires qui ont travaillé ensemble, mais ces plans ils ne sont plus portés par personne. Par exemple le plan italien, je ne sais plus son intitulé exact. Donc le portage d'un plan existant ou bien la proposition par un établissement de constituer un plan sur une discipline non couverte aujourd'hui. Par exemple, discipline non couverte aujourd'hui, côté plan disciplinaire existant, la littérature anglaise. Voilà, aujourd'hui on n'a pas un plan sur la littérature anglaise. Alors, si un établissement ESR souhaite à des collections conséquentes réunir autour de lui des partenaires qui peuvent aussi participer à ce plan, eh bien, il peut déposer un dossier, il pourra déposer un dossier pour créer un plan sur cette discipline ou sous-discipline en particulier. Voilà, on peut passer à la diapo 15 pour parler un peu signalement. Voilà, qu'est-ce qui va se passer en 2026 au sein des plans qui sont donc les nouveaux dispositifs de signalement des périodiques? Eh bien, les missions qui étaient dévolues aux responsables CR vont donc être assumées par les pilotes de plan, que ce soit les pilotes de plans régionaux ou ESR disciplinaires d'ailleurs. Puisque, et c'est très important, ce que décide le groupe de travail interministériel de 2024, c'est que le signalement se fait dans un outil commun, un seul outil qui est le SUDOC. Et donc le pilote de plan doit signaler dans le SUDOC les titres qui constituent le corpus de son plan. Donc le pilote, il est garant de la qualité et de la cohérence du signalement. Donc notamment de la qualité bibliographique et de la très bonne qualité bibliographique de ces notices-là. Les bibliothèques participantes, elles, ont à charge d'avoir des exemplaires les mieux décrits possibles. Évidemment, l'ABES a pour charge, et c'est mentionné dans la convention cadre, d'accompagner, de former les nouveaux pilotes, et les anciens aussi d'ailleurs, mais enfin voilà, d'accompagner ces pilotes qui ont le signalement dans leur escarcelle, dans le SUDOC. Donc l'ABES accompagne ces acteurs, et puis le circuit ISSN se poursuit
C'est-à-dire que ce n'est plus le responsable CR qui va valider les demandes dans SIDEMIS, qui est le circuit qui permet d'attribuer des numéros ISSN ou de corriger certaines notices dans le SUDOC, notamment sur les parties dates. Mais ce sera le pilote qui aura à charge cette validation de la diapo 16. Voilà, donc côté... ouais, je vais aller assez vite. Il faut vraiment que je me dépêche là pour finir. Donc côté bibliothèque déployée finalement. Donc elles pourront toujours, elles, signaler leur titre dans le SUDOC. Elles sont déployées dans le SUDOC, elles peuvent intervenir sur le niveau bibliographique et d'exemplaires. Mais on va leur demander, nous côté ABES, à peu près au niveau de chaque ILN, de désigner un chargé de signalement des périodiques qui pourra assurer le travail de validation, notamment dans SIDEMIS. Côté bibliothèque non déployée, et on peut passer à la diapo 17, à partir de 2026, notamment pour les signalements hors plan, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, seront signalés des périodiques quand ils sont dans un plan. Et donc, les titres hors plan, côté bibliothèque non déployée, à terme, n'ont plus vocation à être signalés dans le SUDOC, puisqu'on a vraiment identifié les plans de conservation comme étant l'outil et les dispositifs de signalement des périodiques. Rattacher un maximum de titres de bibliothèque non déployés à l'un ou l'autre des plans, puisque chaque bibliothèque, qu'elle soit déployée ou non déployée, c'est-à-dire ESR ou autre, peut participer à autant de plans que nécessaire, en fonction des collections. On a vraiment un titre qui participe, enfin une bibliothèque, elle va participer à un ou plusieurs plans, et c'est pour des titres en particulier. Parallèlement à tout cela, je ne sais pas si tout le monde dans la salle est au courant, mais l'ABES est en train de se réinformatiser. On est en train de changer le cœur informatique du SUDOC. Et donc on a comme cible une bascule en 2027-2028. Donc les travaux ont déjà commencé. On n'a pas encore choisi d'outils. Le cahier des charges est en train d'être rédigé pour ce changement de système, mais il est déjà décidé que les états de collection existants pour les bibliothèques non déployées, y compris pour des titres hors plan, seront conservés jusqu'à la bascule dans le nouveau SI de l'ABES. On peut passer à la diapo, alors 18 c'était des éléments de calendrier, mais bon je vous en ai déjà parlé, donc on va passer à la diapo 19. Voilà, donc je parlais de la réinformatisation, qui est donc voilà un petit calendrier 2025 de ces travaux autour de la réinformatisation. On aura plus d'informations sur les fonctionnalités proposées par le nouvel outil à partir de 2026. Voilà, alors j'ai dépassé un petit peu, je suis désolée. On peut passer peut-être à une ou deux questions. Si vous n'avez pas de questions pour Julie, on va la laisser rejoindre sa réunion. Et Wilfried va prendre la suite. Ok. Merci beaucoup Julie, à bientôt. Mais merci, à bientôt. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Wilfried Müller, je suis le représentant du ministère de la Culture. Je travaille au bureau du patrimoine, du service du livre et de la lecture. Et alors moi j'ai pas de présentation parce que je me suis réveillé genre hier. Et plutôt que de faire un truc à l'arrache dans le train, je me suis dit que j'allais vous parler, ça serait aussi bien. Sur les plans de conservation partagés des périodiques régionaux, parce que nous on n'a pas changé le terme, mais ça va peut-être venir. Et sur la manière dont ça va se passer, en sachant que la réflexion est encore en cours, ça a bien avancé, on a les idées à peu près claires sur ce que vont être ces PCPP régionaux, mais ce que je vous dis là, il ne faut pas le prendre pour une décision définitive, même si vraiment je pense que là on est proche du but. Pour revenir sur ce que Julie a dit sur la réflexion qui a été menée entre le MC et le MC, pas le MCC, et le MESR, il faut aussi replacer ça dans un contexte qui est plus global de gestion des périodiques, de plan de numérisation des périodiques, d'où la présence de collègues Percé aussi, qui fait sens. On ne s'attache pas là dans cette réflexion qui a mené à ce qui a été présenté, ce que moi je vais vous présenter aussi sur les PCPP régionaux, juste à l'aspect conservation. Il faut voir que c'est une étape aussi vers
possiblement de la numérisation ensuite, d'où le côté périodique patrimoniaux pour le ministère de la Culture, et puis aussi pour les PGP académiques, d'insérer ça dans un cadre plus large. Par rapport à ce que Julie a dit aussi, c'est vrai que la réflexion a été menée autant que possible en tout cas, parce qu'on n'avait pas de représentants, mais en ayant bien en tête l'idée que le SUDOC est un outil pour des gens, et pas juste pour se faire plaisir entre bibliothécaires. Donc, on a aussi restreint un petit peu, sans trop d'état d'âme, la description des titres des bibliothèques municipales qui n'intéressent pas les chercheurs, en se disant que si on ne les décrivait pas, c'était pas bien grave. Voilà, donc d'où l'idée de se dire que le SUDOC est un outil pour les PCPP, académiques ou régionaux, et de ne pas viser forcément l'exhaustivité de tous les titres comme c'était le cas avant. Sur les PCPP régionaux, ce qui est clair, c'est donc que seront inclus les titres patrimoniaux, alors au sens, parce qu'après il y a d'autres questions, mais plutôt au sens ancienneté, avec la date de 1830 pour les titres, donc ce qui fait pas beaucoup de titres, hein. On est relativement clair là-dessus. Toute la presse du 19e et puis jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'énorme masse des titres de périodiques n'est pas considérée comme patrimoniaux, même si, bien sûr, c'est très important de les conserver autant que possible. Mais on n'inscrira pas ça a priori dans le Code du patrimoine. Donc là-dessus, on reste sur les titres jusqu'à 1830. Et les titres locaux et régionaux, et c'est là où nous avons eu il y a 15 jours une réunion où il faut essayer de savoir ce que c'était qu'un titre local ou régional. Ce qui semble être a priori dans le cœur, l'objectif qui sera partagé au niveau national et qu'on demandera à tous les PCPP de suivre, c'est les titres qui s'intéressent à la région. Pas forcément les titres édités ou imprimés, qui pourront être inclus dans le PCPP, mais là, ça sera plus laissé à la liberté des porteurs régionaux. Le cœur, ça sera pour l'Auvergne, tout ce qui parle de l'Auvergne, voilà, j'ai pas trop de trucs à dire. En Occitanie, ça sera les périodiques qui parlent d'Occitanie, en Bretagne, les périodiques qui parlent de la Bretagne. Donc ça, c'est le cœur qu'on demandera vraiment d'insérer dans tous les PCPP pour qu'il y ait quand même une unité au niveau national, qui n'existait pas jusqu'à présent, parce que le ministère de la Culture, je n'étais pas là, donc je peux le dire en toute impunité, ne s'était pas intéressé aux PCPP régionaux jusqu'à très récemment, jusqu'à ce que le MESR nous contacte et qu'on ait cette réflexion. Donc chacun avait fait son propre choix. Là, on recentre les PCPP régionaux sur les patrimoniaux et les titres locaux régionaux. Il reste encore une petite discussion, mais je pense que ça sera aussi laissé à la liberté de chaque porteur de plan. Alors, quand je dis porteur, c'est bien sûr en cohérence et en lien avec les établissements qui sont membres. Ce n'est pas le porteur qui va décider tout seul dans son coin quel titre intègre le PCPP. D'intégrer des périodiques qui sont liés à des thématiques de la région. Michelin pour l'Auvergne. Donc ça, j'ai bien noté dans le compte-rendu que je suis en train de rédiger que Michelin continuerait à être dans le PCPP Auvergne. Ça peut être... alors, on nous avait sorti la tauromachie entre Occitanie et PACA. Et puis, bien sûr, tout ce qui est montagne pour le PCPP Rhône-Alpes et puis le PCPP Occitanie. Enfin, voilà, vous voyez bien les trucs. Donc, il y aura une possibilité d'avoir des règles un peu souples. Le ministère de la Culture ne veut pas être trop dogmatique sur le sujet. On veut fixer des grandes lignes, mais laisser aussi une liberté dans chaque PCPP pour prendre en compte les particularismes locaux. Sur ce qui est défini aussi, c'est que par rapport à d'autres PCPP, l'objectif c'est de conserver, quand on le pourra, quand on les aura, 3 exemplaires de chaque titre, les plus complets possibles. C'est-à-dire que si on a 5 morceaux de collection répartis sur la région, on aurait plutôt tendance à encourager les établissements à se mettre d'accord pour constituer 3 ensembles les plus complets possibles que 5 trucs qui obligent à aller dans une bibliothèque et dans une seconde et dans une troisième pour consulter l'intégralité de la collection. Donc ça aussi c'est un changement, c'est un changement. En tout cas c'est quelque chose qu'on encouragera et que pour l'instant le ministère de la Culture n'encourage pas souvent, c'est-à-dire des mouvements de collection qui devraient pouvoir être accompagnés. Alors je ne sais pas si Nicolas Douez, le conseiller livret lecture de la région est au courant, mais en tout cas qu'on pourrait accompagner sans doute avec la DGD
soutenir ces mouvements, dans la limite des crédits de la DGD disponibles, ainsi de suite. Mais c'est quelque chose qu'on faudrait faire. Sur le soutien financier, Julie a parlé d'un appel à projet. Alors, il n'y aura pas d'appel à projet spécifique sur les PCPP régionaux, mais ce qui sera utilisable comme moyen, c'est l'appel à projet patrimoine écrit. C'était déjà possible cette année, mais personne ne l'a vu et puis ça m'arrange bien. Mais dès l'année prochaine, on mettra, alors je ne serai plus là, mais en tout cas, il y aura plus de publicité là-dessus. L'appel à projet patrimoine écrit pourra être sollicité pour soutenir des projets liés aux PCPP régionaux. Et par exemple, le recrutement d'un catalogueur. Alors je ne sais pas s'il faut parler de catalogueur, parce que c'est un petit peu, c'est peut-être pas le meilleur terme pour ça, d'une personne qui ferait le tour des bibliothèques pour faire les états de collection et compléter un PCPP régional. L'appel à projet patrimoine écrit, c'est un outil qui a été beaucoup utilisé, et je remercie Emmanuel Royon qui est là d'ailleurs, pour les plans de signalement des manuscrits et des livres anciens dans les régions. Officiellement, on arrive au bout cette année, même s'il reste des choses à faire, mais on considère qu'on aura fait l'essentiel de ce qu'il y avait à faire et qu'on passe à autre chose. Et l'autre chose, c'est les PCPP régionaux. Donc à partir de 2026, l'appel à projet qui sera lancé là en fin d'année, on attend, on espère, des projets qui sont liés à des PCPP. Ça sera sans doute sur du recrutement personnel, voilà, qui va venir épauler les établissements qui n'ont pas les moyens de le faire eux-mêmes. Alors j'ai dit catalogueur à prendre pour moi que je mets entre guillemets parce que l'ABES ne souhaite pas, je profite pas que Julie n'est pas là pour le dire, hein, l'ABES ne souhaite pas former trop de personnes et effectivement il peut y avoir un turnover assez important dans les établissements, mais plutôt former des gens qui sont dans des établissements stables, qui ne vont pas bouger, qui ne sont pas recrutés pour 3 mois avant d'aller faire autre chose. Donc je pense que les recrutements qu'on pourrait nous soutenir via l'appel à projet, c'est pas des catalogueurs qui seraient formés au SUDOC et qui au bout de 3 mois partiraient faire autre chose, mais plutôt des personnes qui feraient le tour des établissements pour identifier soit les titres qui ne sont pas dans le SUDOC, parce que bien sûr il y en a, soit faire les états de collection des titres qui sont déjà présents dans le SUDOC et qu'on peut mettre à jour après avec Olodus. Parallèlement, le ministère de la Culture fait le tour des régions aussi, pour voir qui pourrait assurer ce rôle de signalement. Et là, je parle bien de catalogage du côté des établissements culture. Donc, mes cibles préférées sont les BMC et les BDLI, puisque ce sont par définition des établissements stables qui ont un personnel compétent, enfin en tout cas la plupart du temps. Non, parce que malheureusement, il y a des exceptions. Et qu'on peut espérer former en se disant qu'ils seront là, qu'ils pourront faire du catalogage aussi un peu pour les autres. Tout ça reste encore à définir parce que j'ai eu des chiffres qui m'ont fait un peu peur de Lyon, qui estime à plusieurs milliers de titres à cataloguer. Donc il va falloir qu'on affine tout ça. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je ne sais pas. Mais je peux répondre à vos questions par contre si vous en avez. Alors, je vois très mal, donc n'hésitez pas à faire des grands gestes s'il faut. Bonjour, moi c'est Isabelle Nadolny du Centre ISSN France. J'ai pas trop compris quand vous parliez des périodiques patrimoniaux, donc ceux de 1830-1944 sont inclus. Vous parliez de la grande masse des périodiques du 19e. Non. Ah, ok. On continue à ne pas les considérer comme patrimoine, ce qui est un peu tordu. Je suis d'accord, c'est un peu tordu. Okay. En fait, on continue à ne pas les considérer comme patrimoniaux, c'est-à-dire ne pas imposer des contraintes très fortes sur des possibilités de déclassement et d'élimination. Okay. On sait aussi qu'une partie de ces périodiques est en très mauvais état. Donc on n'impose pas de fait une protection très forte sur ces titres, mais en même temps on les inclura bien dans les PCPP régionaux pour tous les titres régionaux, pour faire en sorte qu'au moins 3 exemplaires soient bien conservés dans chaque région, tout en laissant la possibilité d'éliminer, une fois qu'on aura fait ces 3 exemplaires les plus complets,
d'éliminer les miettes qui traînent parfois dans certaines boîtes. J'ai travaillé à la BNF pendant très longtemps, donc je n'ai aucun scrupule à dire que les miettes de périodiques, j'en ai vu beaucoup, beaucoup. Ça n'a pas forcément de sens de continuer à garder au cas où, on ne sait jamais, ça pourrait servir, des miettes dont on ne fera rien. Donc c'est pour ça la presse de 1830 à 1944, elle est très importante et il y a un plan de numérisation de la presse ancienne qui est en cours et que malheureusement on n'a pas eu les crédits pour accélérer dessus, mais en tout cas qu'on soutient et que la BNF continue de mener, de numérisation, parce que c'est la vraie sauvegarde là-dessus finalement, maintenant c'est la numérisation. On ne peut plus désacidifier, c'est trop tard. La restauration, vu les volumes, c'est quasiment inenvisageable. Donc il faut essayer de numériser au plus vite ce qui est encore numérisable, conserver tant qu'on peut ce qui est encore conservable. Et puis le reste, on pourra peut-être s'en défaire. Et pour les périodiques régionaux, donc vous incluez la grande presse régionale de région, genre... oui, bien sûr. Parce que Oui, là, la montagne fait clairement partie du périmètre, la Dépêche du Midi, Ouest France, avec toutes les problématiques que ça impose, parce que ça fait des volumes alors là considérables. Mais oui, ça me semble tellement évident que je ne l'ai pas dit, mais bien sûr la PQR fait partie des PCPP régionaux. Ok. Mais ce que moi je pense qu'il faut aussi vraiment pas perdre, c'est des titres plus confidentiels que peu d'établissements conservent, qui sont souvent mal identifiés. Alors moi comme ça, mais j'ai pas de chiffres précis, mais quand même j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Les bulletins municipaux sont pas très bien signalés. Les bulletins paroissiaux sont pas très bien signalés non plus, et ça en fait tout de suite pas mal, visiblement. C'est des choses qui sont conservées plus ou moins bien, et qui sont intéressants pour la recherche actuelle, mais aussi la recherche de demain. Et sur les PCPP régionaux, ce que j'ai pas dit, qu'il faut quand même que je dise, c'est sans limite de date. Donc, patrimoniaux et régionaux locaux sans limite de date. Donc les titres qui paraissent aujourd'hui en Auvergne ont vocation à être dans le PCPP Auvergne. Ok. Parce que dans 50 ans, et par expérience, j'ai travaillé longtemps au département des périodiques de la BNF, c'est ça que les chercheurs viennent chercher en fait. Bon, la grande presse bien sûr, mais aussi des titres qui sont très difficiles à trouver et dans lesquels on va trouver des informations pour des recherches locales, historiques. Je me rappelle avoir côtoyé pendant des mois une chercheuse qui travaillait sur le théâtre en Auvergne et à qui malheureusement l'essentiel de ses demandes de communication avait une réponse négative du fait de l'État. Je pense qu'elle a dû passer aussi beaucoup de temps en Auvergne, j'imagine. Et ça, c'est des titres qui ne sont pas immédiatement dans l'esprit de tout le monde. On pense aux grands titres de PQR, à la grande presse, on va dire. Mais des titres plus locaux sont aussi très importants. Je voulais en plus porter votre attention là-dessus, c'est pour signaler ces périodiques. Enfin, au centre ISSN, on reçoit des demandes pour signaler cette grande presse régionale. Donc il y aura des plans de conservation, des plans de numérisation. Et ça me paraît intéressant de dire que j'ai traité récemment, et on va me demander de traiter la dépêche du Midi, donc la dépêche avec toutes ces éditions locales. Et il y a des grandes difficultés entre l'édition de tel quartier de Toulouse Nord qui devient Toulouse. Enfin, je suis pas très bonne en géographie, mais je pense que c'est la région de Toulouse. Je pense qu'à Toulouse Nord, ça a dû exister, oui. Et la région les éditions locales qui se multiplient, qui fusionnent, qui défusionnent, qui redeviennent autre chose, et c'est quasiment impossible à identifier si on n'a pas un plan global. Et ça, la personne avec qui je collabore m'a donné par exemple le plan global de toutes les éditions locales de la dépêche, ce qui permettra de faire un signalement très précis et bien fait, avec date de début, date de fin, fusion de telle édition qui va donner telle édition, etc. Si on n'a pas ça, on ne peut pas bien l'identifier. Moi, je compte plus les fois où j'ai dû faire des notices d'édition locale avec, je sais pas moi, La Voix du Nord, édition Roubaix, date de début, un 9 point, et puis on ne sait pas plus. Donc, je peux pas mettre d'ISSN dans ces cas-là parce que on ne sait pas après quand elle apparaît, quand elle disparaît, avec quoi elle fusionne pour donner quoi. Donc, au plus on aura d'infos, et ça peut être intéressant de voir avec les guides régionaux, enfin les gens qui s'occuperont de ça en région.
pour échanger le plus d'informations là-dessus. Les éditions locales, c'est un cauchemar. Hein. Enfin, Oui. moi, Et d'ailleurs, les parce que bulletins encore quand paroissiaux c'est aussi, quartier d'ailleurs. nord de Toulouse, on voit à peu près, mais quand c'est 1 étoile, 2 étoiles ou je sais pas quoi, alors là et ça faut avoir un peu un œil exercé, Ouais. ce qui est de moins en moins mon cas, pour retrouver ces informations-là, parce que vraiment c'est des fois bien planqué. Et puis, ou alors, c'est l'édition 1, Gare, par exemple, puis ça devient l'édition 9, Gare aussi, qui devient l'édition 10 bis, enfin bon, bref. Non, on se demande ce que font les éditeurs de presse, hein. Ils pensent pas à nous. Non. Non, c'est un cauchemar. Non, mais je rigole, mais c'est vrai que c'est très très compliqué. Et sur les personnes qui seraient recrutées pour faire ce travail de dépouillement, là, il y aura besoin de beaucoup les former là-dessus. Parce que vraiment, on peut passer à côté de certaines choses. Et alors, je dois aussi dire là-dessus que la BNF ne conserve pas l'intégralité des éditions locales. Non, mais par contre, nous, au centre ISSN, du coup, c'est nous qui les signalons Oui. par demande de soit des éditeurs, soit du SUDOC. Les plans de numérisation sont souvent en lien avec Gallica et je m'occupe des périodiques dans Gallica, donc c'est moi qui reçois les demandes de signalisation. Et donc c'est d'autant plus important si on peut faire un travail commun avec des comment je pourrais dire ça, un plan général pour un titre par exemple. Là ça me permet d'avancer très vite et très bien, beaucoup plus que des petites demandes à droite à gauche. Tiens, numérotez-moi oui la dépêche édition Gare Sud, bon ok. Si ça peut être dans un ensemble, ça peut être très bien. Enfin, je vais arrêter là, je ne vais pas monopoliser. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Puisque tu parlais des mouvements de collection dans le cadre du regroupement louable et souhaitable des séries dispersées, et que je découvre que je devrais financer ces mouvements de collection avec les crédits du concours particulier aux bibliothèques de la DGD. On pourra faire appel, je n'ai pas dit que tu serais obligé. Mais... Oui, je pourrais. C'est pas pour tout de suite. Est-ce que, il y a dans la région plusieurs bibliothèques chargées du dépôt légal imprimeur, et non des moindres, et une bibliothèque majeure dans l'ouest de la région. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce point, puisque évidemment la question du déplacement et du regroupement des collections se heurte au principe de conservation de certaines séries dans la bibliothèque chargée du dépôt légal imprimeur. C'est une excellente question, je te remercie de l'avoir posée. Sur les BDLI, donc sur le dépôt légal imprimeur, il y a des changements qui sont à venir là prochainement. Ce qui ne... Alors encore une fois, tant que ça n'a pas été publié, que c'est pas officiel, vous prenez comme ça pour ce que ça vaut. Le DLI exclurait prochainement tout ce qui n'est pas affiche et périodique. C'est-à-dire que les monographies ne seraient plus soumises au DLI, les cartes ne seraient plus soumises au DLI, mais par contre on conserverait les périodiques. Avec tout ce que ça comporte d'obligations, c'est-à-dire une conservation dans un établissement identifié comme BDLI. Donc ça, ces collections-là ne peuvent pas bouger. Je sais qu'en plus, ça pose des problèmes. Orléans reçoit au titre du DLI un titre qui dépend plutôt de la Bourgogne et qui donc ne les intéresse pas du tout. Mais pour l'instant, ça fait partie du truc sur lequel je ne m'aventurerai pas. D'un point de vue juridique, on pourrait éventuellement dire qu'on déplace entre deux BDLI des collections. Je ne suis pas sûr qu'on aille dans cette direction-là parce que ça semble quand même un peu lourd. Mais voilà, ça n'est pas exclu. Mais par contre, les collections du DLI ne viendront pas compléter, en tout cas pour l'instant, une collection d'une bibliothèque municipale. Dans l'autre sens, c'est envisageable. Voilà, donc c'est ce que je disais, il y a encore des choses qui sont qui restent à affiner. Le rôle du DLI n'est pas encore complètement clair pour moi. Ce qui est relativement clair, c'est que depuis je ne sais plus combien de temps, 2 ans ou 3 ans, j'accorde des autorisations de déclassement pour des périodiques reçus au titre du DLI. Je pense que là, dans les prochains mois, ça sera plus difficile d'obtenir ces autorisations de déclassement parce que en fait, voilà, c'est des périodiques qui, dans une grande majorité des cas, n'intéressent personne, sinon on ne demanderait pas le déclassement, mais qui sont susceptibles de rejoindre un PCPP régional.
Je dis ça, mais il y a aussi beaucoup de titres régionaux, plus ou moins commerciaux, qui n'intéressent pas foncièrement grand monde. Ce que j'ai pas dit sur les PCPP régionaux, Julie l'a dit, mais c'est peut-être passé fugitivement. Le PCPP régional, c'est le ministère de la Culture, qui est derrière, qui soutient, qui accompagne, qui coordonne, et ainsi de suite. Les PGP académiques, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui est derrière, qui accompagne, qui soutient, qui fait l'AMI, ainsi de suite. D'un côté comme de l'autre, tous les établissements de conservation qui ont des collections en lien avec le PCPP ou le PGP sont les bienvenus pour participer, sous réserve qu'elles aient quand même des conditions un peu de stabilité, parce que c'est des plans qui sont faits pour durer, et donc pas pour s'engager sur 6 mois avant des élections municipales. Ou non, mais je pense plutôt à une association, c'est un peu plus compliqué, il faut quand même s'engager pour la durée. Donc sur les PCPP régionaux, les archives départementales sont les très bienvenues et seront très fortement encouragées, d'où la présence du SIAF dans le groupe de travail qui a réfléchi à tout ça, et toutes les bibliothèques, y compris de sociétés savantes, ou je ne sais pas lesquelles, mais enfin voilà. Je sais par ailleurs que, je ne sais plus quelle bibliothèque m'a interpellé là-dessus, a été contacté par une bibliothèque universitaire qui voulait visiblement répondre à l'appel à manifestation d'intérêt pour un PGP académique. Donc pour mes collègues qui sont en BM, ça peut arriver. Il y a des chances aussi que si vous êtes identifié pour avoir une collection importante sur, donc pas la littérature anglaise, j'ai bien compris, mais sur l'italien, peut-être qu'un porteur vous contactera pour commencer à donner son réseau, à monter son réseau PCPP italien. J'ai l'impression que j'avais un autre truc à vous dire, mais je ne me rappelle plus quoi. Je suis là au déjeuner, de toute façon, si jamais vous avez des questions. Aucune? C'est une question donc, qui concerne vraiment les bibliothèques auvergnates, donc deux collectivités territoriales qui étaient donc dans le plan de, enfin, dans le SUDOC PS. Alors j'ai peut-être raté un épisode, mais là j'ai du mal à comprendre le rapprochement avec la région Rhône-Alpes. C'est-à-dire parce que jusqu'à présent, on a cette particularité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir pour les collectivités territoriales un fonctionnement avec l'université, et pour la région Rhône-Alpes, avant la fusion, donc le plan de conservation partagé, porté par l'agence régionale. Donc est-ce que là, on va fusionner vraiment au niveau de la région, ou est-ce qu'on garde un fonctionnement auvergnat d'un côté, Rhône-Alpes de l'autre côté? Alors vous avez compris, j'ai des complices dans la salle en fait. Non, mais merci. Alors sur les PCPP régionaux, effectivement, le ministère de la Culture est plutôt favorable à ce qu'il y ait un PCPP dans chaque région, mais on s'adapte aussi aux particularismes locaux, et notamment les grandes régions. Alors je parle de géographie, pas de... Auvergne-Rhône-Alpes est une très grosse région, Nicolas le sait bien, parce qu'il se déplace juste à la Loire. On a pris acte du fait que le CR de l'université Clermont-Auvergne était motivé pour continuer à s'occuper du PCPP Auvergne. Du côté de Lyon, ils veulent continuer aussi à s'occuper, d'ailleurs Emmanuel en parlait après, du PCPP Rhône-Alpes. Donc on continue comme ça. D'autres régions ont fait le choix de fusionner. En Occitanie, qui n'est pas non plus une petite région, ils ont décidé de fusionner les deux PCPP en gardant visiblement des réunions à l'est et des réunions à l'ouest, mais ça sera un seul PCPP. Ce qui est clair, c'est que par contre, si la Normandie me demande demain de faire un PCPP Haute-Normandie, un PCPP Basse-Normandie, on dira non. Mais voilà, dans le Hauts-de-France, a priori, ils vont partir sur un PCPP unique. Nouvelle-Aquitaine, il y a des chances qu'il y ait plusieurs PCPP aussi. C'est une grosse région et c'est pas, voilà, ça va être un peu compliqué. Et donc en Auvergne, on continue comme avant. Avec ce particularisme très très local. Très très local. Voilà, vous êtes la seule région. Alors, sous-région, non pas sous-région c'est moche, mais infra-région j'avais mis, qui bénéficiera aussi d'un pilotage par un établissement de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est une exception, d'autres ont essayé de se dire « Ah mais en Auvergne ils font ça et tout ». Ça nous pose, alors c'est pas qu'on ne voudrait pas, c'est que ça va nous poser des problèmes de
Vous avez entendu financement, c'était la partie coupée de Julie, je ne sais pas pourquoi, ça doit être un hasard. Non mais blague à part, c'est un problème totalement bureaucratique qui fait que c'est pas évident pour le ministère de la Culture d'aller de soutenir un établissement de l'ESR. D'ailleurs, je ne sais pas comment on fait, c'est pas moi qui m'en occupe. On a signé un truc, tout ça, donc a priori ça va se faire. Mais on ne veut pas l'étendre. Alors que dans d'autres régions aussi, Julie l'a dit, il y a des CR qui sont très actifs, très moteurs. Mais malheureusement, alors sauf si on trouve personne d'autre pour reprendre les PCPP, le cas de l'Université de Clermont-Auvergne restera une exception. D'accord. Parce que par ailleurs, on a les bibliothèques de la région, du périmètre auvergnat, on va dire, sont aussi engagées dans un réseau avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, notamment sur les périodiques. Il y a quand même des réflexions. Emmanuel en parlera, mais ça pose quand même des questions de partenariat aussi, quoi. C'est alors, un peu. Je ne vais pas empiéter sur l'intervention d'Emmanuel tout à l'heure, mais. Non, mais ça, je peux intervenir. Ça me semble tellement évident que je ne le dis pas. Pour moi, les bibliothèques sont des établissements qui coopèrent par nature, j'espère en tout cas, par goût aussi, par envie. C'est pas parce que tu es dans le PCPP Auvergne que tu n'as pas le droit de parler à tes collègues de Rhône-Alpes, voire même d'autres régions. Donc là-dessus, je suis vice-présidente de l'agence, donc je m'en priverai pas. Non, mais c'est pour dire qu'en fait, c'est pas parce que. Et d'ailleurs, le cas va se poser, et ça vous concerne, pour les AD de l'Aveyron, je crois, si je ne me trompe pas, qui ont des titres qui sont plus liés à la partie Auvergne qu'à la partie Occitanie. Et donc la porte est aussi ouverte pour des établissements qui sont limitrophes, on va dire, de participer à un PCPP qui n'est pas strictement de la région. L'important étant de parler, de se coordonner, plan de conservation partagé, de se coordonner pour que ça fonctionne. Et puis voilà, il n'y a pas de raison. Moi, si demain Brest dit on a des collections auvergnates, alors ça je ne sais pas pourquoi, mais le hasard de l'histoire dans les bibliothèques, ça donne parfois des trucs assez étranges. Il pourrait, pourquoi pas, rejoindre le PCPP Auvergne. L'important, c'est d'avoir des collections en lien, qu'il y ait une cohérence sur le fond, après, qui participe, ça c'est... Et donc, pas de limite. Sauf entre SRMC, mais ça, c'est pour les questions d'argent. Voilà. Et c'est Emmanuel qui va prendre la suite. Déjà, je me présente parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous que je ne connais pas. Donc, Emmanuel Royon, je suis chargée de mission pour le patrimoine à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Donc, ce que Julie vous a présenté tout à l'heure, une structure régionale pour le livre ou agence régionale pour le livre. Donc, je remercie Stéphanie avec qui j'ai grand plaisir à travailler depuis que je suis arrivée à l'agence. Et on essaye effectivement de travailler en bonne intelligence sur les deux plans et j'avoue être soulagée qu'elle conserve sa casquette sur le plan Auvergne puisque nous avons fait des journées en Rhône-Alpes sur notre plan et nos correspondants de Sudoc avaient 0,3 ETP pour gérer le plan. Moi, vous verrez, mes missions sont assez vastes, donc j'ai pas non plus un ETP sur le plan. Donc je suis ravie que Stéphanie et les collègues de l'Auvergne puissent accompagner les établissements de cette partie du territoire, sachant qu'effectivement on travaille en bonne intelligence. Et mon diapo arrive, je suis tellement heureuse. Pour vous présenter rapidement l'agence, en fait, donc c'est une association loi 1901. Il y a quelques structurations qui sont un peu différentes. Il y en a une par région. Elles sont issues des lois de décentralisation. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je me permets de le dire parce qu'en arrivant dans la région, je ne connaissais pas forcément très bien ce type d'établissement. Donc voilà, je le précise. La gouvernance, c'est un conseil d'administration qui est élu pour 3 ans. Des petits Larsen. Et donc je fais un petit clin d'œil à 2 des administrateurs et vice-présidentes qui sont présentes. Donc Françoise Muller, qui est directrice de la bibliothèque, de la médiathèque, Samuel Paty de Moulins Communauté, et Pierre Tribou, qui est arrivé l'année dernière, il me semble, au conseil d'administration et qui a été renouvelé cette année pour la bibliothèque du patrimoine de Clermont-Auvergne Métropole. Voilà, donc ils font partie du conseil d'administration. La présidente, c'est Catherine Benoît, qui est responsable du réseau de lecture publique de Bourg-en-Bresse. Qui fait suite à Emmanuelle Pirer, qui était autrice de la région.
Nous représentons, donc il y a 290 adhérents. Petit instant page de publicité, tout le monde bénéficie des actions et de l'accompagnement proposés par l'agence. Mais comme vous le savez, c'est bien aussi d'être soutenu par des adhésions. Donc voilà, c'est quand même des adhésions qui ne sont pas très coûteuses et qui témoignent de l'intérêt que les professionnels portent à ces actions de coopération et d'accompagnement qui sont fournies par les différents chargés de mission. Donc on est 12 à l'agence. Il y a plusieurs missions que vous voyez, je ne sais pas si on les voit en fait en surbrillance, l'économie du livre qui s'attache plutôt aux librairies, maisons d'édition, avec une partie dispositif et une autre partie accompagnement plus individuel. Donc voilà, les contrats de filière dont Nicolas Douez pourrait bien mieux parler que moi. La partie plutôt bibliothèque, action territoriale et EAC qui a fusionné en un pôle. L'écologie du livre, la vie littéraire. La vie littéraire, c'est parce qu'il y a à la fois les auteurs, autrices de la région et aussi les festivals et manifestations. Et le patrimoine, où j'œuvre depuis maintenant 4 ans. Donc j'anime un réseau qui est composé d'environ 80 établissements et 120 professionnels. Tout le monde est le bienvenu. Enfin, je crois que je n'ai encore jeté personne à l'entrée des réunions. On coordonne différents dispositifs en fonction des priorités données par le ministère et donc nos conseillers livre et lecture de la DRAC. Ça a été le signalement pendant très longtemps, enfin très longtemps, non pas très longtemps, ça a été assez rapide finalement, mais en tout cas c'était intense. On organise beaucoup de journées professionnelles, il y a 2 grosses journées dans l'année qui sont les commissions patrimoine, donc une plutôt très professionnelle, enfin très journée d'études qui a lieu en mars aux archives municipales de Lyon. Et puis une en octobre qui a lieu dans une autre ville de la région. Et cette année, nous l'annonçons, elle aura lieu à Moulins, comme il y a 4 ans. Voilà. On organise aussi quelques ateliers, des formations. Quand il y a eu le moment du signalement, on a travaillé avec la BNF pour déployer des formations de signalement sur l'outil Tapir pour traitement automatisé pour la production des instruments de recherche, ce qui est l'équivalent pour l'ESR de Calam, en fait, pour la partie ministère de la Culture. Voilà, je ne vais pas détailler tout ce qu'on fait, on fait des choses. Voilà, donc vous pouvez aller voir aussi sur le site de l'agence, il y a une newsletter qui est envoyée une fois par mois avec l'ensemble de l'activité, donc de toutes les missions que je vous ai présentées, différentes ressources, et j'attire votre attention parce que j'ai 2 de mes collègues qui viennent de produire le livre et l'action culturelle. Là, juste, on l'a reçu hier. On a reçu les 500 kilos de ressources hier. Donc voilà, c'est Mathilde Bouvier et Juliette Boutin qui ont travaillé à cette ressource et je suis sûre qu'elle sera très utile aux différents professionnels. Et comme je sais que c'est pas l'idée de terminer trop tard, je vais passer à grands traits et arriver au plan de la conservation partagée en Rhône-Alpes. Donc les premières réflexions, elles ont commencé en 2002. Et voilà, vous vous doutez, comme toute bonne histoire qui commence, ça prend quelques années. Et puis enfin, il y a un lancement officiel en 2008 du premier plan. L'objectif, c'est le même que dans les autres régions, hein, c'est répondre aux problèmes de stockage et de gestion des collections de presse. En entendant Wilfried, j'avais presque envie de me dire, est-ce que je fais ma présentation ou est-ce que je pars tout de suite, parce que c'est toujours des objets un peu complexes. Rendre visible et visible l'offre documentaire, avoir une réflexion commune et proposer un outil de gestion pour les professionnels. Alors on parle de bibliothèques aussi territoriales, plus que des bibliothèques de l'ESR sur les outils. Donc le comité de pilotage, il est composé de membres élus. Donc lors des réunions annuelles, on a, la dernière fois je crois qu'on a un peu augmenté le nombre d'années des membres du comité de pilotage parce qu'en réalité ils se renouvellent très peu. C'est les mêmes depuis de nombreuses années. Donc on a des bibliothèques publiques, des bibliothèques de l'ESR, des services d'archives. Alors haute bibliothèque, c'est parce qu'on a aussi effectivement des bibliothèques associatives qui souhaitaient participer. Et des membres de droit, donc la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, les représentants des 2 CR Sudoc qui sont devenus les représentants du 1 CR Sudoc, puisque celui de Grenoble, vous l'avez vu tout à l'heure, n'est plus actif, et puis Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Donc là, je vous affiche, parce que c'est important de le faire, les personnes qui travaillent avec moi. On a, les 2 dernières années, on n'avait plus personne aux archives, et vu les réflexions menées, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on arrive à kidnapper une collègue. Donc Lucille Guédon est tombée dans nos filets et elle représente donc les archives départementales de la Savoie et elle nous sera quand même assez utile pour le prochain plan.
Et donc les deux collègues du CR Sudoc, c'est Souad Amran et Sophie de Fongalan, qui, donc je vous le disais, n'ont que 0,3 ETP à consacrer à la gestion du plan. Donc comparé au plan Auvergne, c'est bien moindre, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir ce travail conjoint avec Stéphanie et moi-même pour pouvoir bénéficier d'un soutien plus grand. Donc en général, on se réunit 3 à 4 fois par an, principalement en visio, parce que la région est vaste et grande, que pour gagner Clermont, c'est toujours une aventure, voilà, qui commence à 4h30 le matin au réveil, ça pique un peu. Donc jusqu'à présent, on préparait les corpus, puisque vous allez voir, c'est des corpus thématiques, des ajouts de titres, voilà, et puis on valide pendant la réunion annuelle. Quand le plan il a été créé, ils ont décidé de faire 18 corpus thématiques, donc c'était des titres vivants de la presse généraliste, grand public. Moi, quand je suis arrivée, donc il y a une liste de diffusion qui permet de faire des dons et des échanges, de demander des titres qu'on n'a pas. Et je me faisais attaquer par des propositions de dons d'Ocapi et Femmes Actuelles, donc ça m'a toujours un peu surprise. Je ne comprenais pas exactement bien, venant en plus de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'était assez étrange. Et puis les différents voyages dans la région pour le signalement m'ont montré aussi que les collègues se posaient beaucoup plus de questions sur les titres morts et sur les titres de presse locaux que sur Femmes Actuelles et Automoto, mais ça a son intérêt, bien évidemment. Donc là, vous avez les 18 corpus que je ne vais pas vous citer, ou en tout cas lister. Je ne vais pas non plus rentrer dans le cadre contractuel, juste pour vous dire qu'effectivement, comme chez vous, il y a une convention qui est passée entre l'agence et les établissements, où les établissements peuvent se positionner soit comme pôle de conservation, soit comme pôle associé, ou bien sûr les deux en fonction des titres. Donc sur le site d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a un outil, une base de données qui permet d'accéder donc aux titres de périodiques et aux établissements de conservation avec les coordonnées des personnes qui s'occupent de ces collections-là, une liste de diffusion, une cartographie interactive, et l'idée c'est de renvoyer vers le Sudoc. Et j'ai fait un super schéma, on ne comprend rien, mais moi ça me clarifiait beaucoup les choses. Auvergne-Rhône-Alpes, livre et lecture, c'est le soleil en plein milieu, n'est-ce pas? Donc les établissements passent des conventions avec nous, mais nous, on est un peu extérieur au Sudoc. Et donc, on renvoie juste via le PPN nos notices vers les notices Sudoc. Et jusqu'il y a quelques années, il fallait qu'on m'envoie, moi, les états de collection à moi, que je les mette dans la base de données qui ne dialogue pas avec le Sudoc directement, pour que ma collègue du CR, elle, mette à jour les états de collection, etc. Donc ça faisait une double mise à jour qui, somme toute, était un peu chronophage et peu utile. Et puis surtout, voilà, la base nationale, c'est plutôt le Sudoc, la base de l'agence étant utile, mais à ce niveau-là, ça ne me semblait pas forcément très pertinent. Donc ça, on va arrêter et on va renvoyer directement sur le Sudoc et concentrer les efforts de signalement sur le Sudoc, ce qui sera nettement plus intéressant. Et voilà, c'était des petits constats comme ça qu'on a fait. Donc il y a 59 établissements qui sont partenaires pour l'instant. Voilà, 29 bibliothèques publiques, 20 établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais qui se désengagent tous plus ou moins pour aller vers des plans thématiques. Donc finalement, la réflexion qui arrive petit à petit, elle est pas non plus aussi surprenante que ça. 8 services d'archives départementales et municipales, et les 2 autres, c'est parce que nous avons le Centre de la mémoire arménienne et le CHRD, le Centre historique de la résistance et de la déportation, qui nous ont rejoints. Donc on a 1658 titres au plan. Et juste pour vous donner un petit écho, mais en général on arrive plutôt à 700 messages, mais il y a eu déjà 235 messages échangés depuis janvier sur les échanges de dons, et etc. de revues. Donc imaginez l'été, voilà, quand il y a un petit désherbage et une petite attaque de la liste de diffusion dans les boîtes mail. Et donc voilà, on a commencé à discuter un peu avec le comité de pilotage suite à ce que je disais sur le signalement, où ces établissements me disaient non, mais moi je ne sais pas quoi faire de cette revue patrimoniale, nous on n'a pas les moyens de la conserver, mais effectivement elle ne faisait pas partie de notre plan puisqu'il n'y avait aucun titre mort, sauf s'il mourait de sa belle mort alors qu'il venait d'entrer dans le plan, mais sinon il n'y avait pas de titre mort dans notre plan.
Donc on a commencé un peu à discuter avec le comité de pilotage sur cet intérêt de se concentrer sur les titres locaux et ou patrimoniaux. Ça n'a pas été forcément hyper évident d'accepter le fait que ce soit plus de la presse généraliste. Il y avait des collègues de bibliothèques territoriales, de petites bibliothèques qui étaient très attachés à ce plan. Donc une des problématiques qui était très vite identifiée et que les autres SRL aussi ont pointé et ont souligné, c'est l'importance de ce réseau-là pour des toutes petites structures qui ne sont attachées à aucun autre réseau et qui du coup voyez là aussi, il y a l'outil effectivement de conservation partagée, mais il y a aussi tout l'outil réseau et accompagnement des professionnels. Donc nous, notre rôle, comme c'est l'accompagnement et de faire ce réseau-là, a priori, il n'y avait pas vraiment de raison qu'on laisse tomber. Donc une fois tout le monde rassuré, je pense qu'on a pu s'entendre. Et puis le groupe interministériel est arrivé, donc on s'est un peu mis en pause. Donc ça fait 1 an et demi qu'on se rencontre en se disant qu'on attend. Donc voilà, on attend, puis on attend aussi d'avoir du temps parce que c'est pas forcément, vous le savez très bien, gérer des collections de périodiques, même si on les a pas en physique, c'est toujours un peu une aventure rocambolesque. Et puis on avait une petite surprise, c'est que dans notre plan, je vous ai dit qu'on avait 1658 titres, mais quand on va dans le SUDOC, on a 4096 titres dans notre plan. Voilà. Alors il y a des explications assez logiques. Il y a des explications qui le sont beaucoup moins, dont je tairai les raisons, qui sont « ils avaient envie, ils l'ont fait ». Voilà. Donc on se retrouve avec énormément de notices et moi, les différentes missions que j'avais. Et là, voilà, c'est son dernier jour, donc je salue Maëva Bénard, qui est juste là, qui était en master CEI à l'ENSIB et qui a accepté de s'occuper de périodiques pendant son stage de 4 mois. Déjà, rien que ça, c'est louable. Et qui a fait un merveilleux travail pour nous faciliter la vie, parce que grâce à elle, on a un premier corpus trié, puisqu'elle a fait le travail d'identifier tous ces titres qui ne devraient plus faire partie du plan selon les critères que Wilfried et Julie vous ont donnés. Donc elle les a identifiés par établissement, ce qui fait que nous, on va pouvoir contacter tous les établissements et leur dire que ces titres-là ne feront plus partie du plan régional. Ne veut pas dire qu'ils ne feront pas partie d'un plan thématique, mais en tout cas pas du plan régional. Elle a fait aussi une liste pour le SUDOC, pour que ce soit possiblement nettoyé plus rapidement, je l'espère, avec leur aide. Et puis, comme le travail pouvait être un peu prolongé, elle a ajouté les titres identifiés sur la presse locale avec le site presse locale ancienne de la BNF que vous connaissez certainement. Donc elle a fait tout ce travail-là et établi voilà, un nouveau corpus de départ. Alors elle me disait qu'effectivement elle n'avait pas beaucoup de bulletins municipaux, mais en même temps elle ne risquait pas de les inventer si ils n'étaient pas signalés. Donc déjà c'est un travail remarquable qu'elle a fait. Donc je voulais aussi juste souligner son merveilleux travail et son implication. Donc j'espère qu'elle sera... Voilà, ils auront bien de la chance ceux qui l'auront dans leur établissement. Donc nous on va continuer à animer ce plan. Il est encore un peu en pause, puisque de toute façon on attendait aussi que la convention cadre soit signée, parce qu'on ne pouvait pas établir les nouvelles conventions sans cette convention-là. Donc on va réorganiser le comité de pilotage, puisque bon, a priori les établissements qui y sont actuellement ne seront pas forcément ceux qui seront concernés par le nouveau plan. Et puis on reproposera les positionnements. Et Maëva a aussi identifié l'ensemble des bibliothèques dans le SUDOC qui conservaient les collections qui devraient rentrer dans le nouveau plan. Donc voilà, c'est un travail assez colossal qu'elle a mené. Et pour aller répondre aussi un peu à Françoise, bien évidemment qu'on travaille en étroite relation avec Stéphanie pour essayer de couvrir le territoire d'une manière un peu logique et de se rencontrer. J'avais invité Stéphanie à présenter le plan Auvergne l'année dernière. Il y a 2 ans. Voilà. Mais en tout cas, on se rencontre régulièrement et on échange régulièrement. Et l'idée, c'est vraiment de travailler en bonne intelligence. Et comme le plan Auvergne était déjà constitué comme sur des titres très locaux et patrimoniaux, c'était assez logique de se rapprocher vite pour essayer de travailler et de suivre leur modèle. Voilà, donc c'est chose faite. Et comme Wilfried le disait tout à l'heure, je voulais juste peut-être vous présenter un tout petit travail qu'on mène aussi, parce que Françoise parlait donc de la commission patrimoine. Il y a différents groupes de travail, dont un groupe sur les fonds jeunesse et un groupe sur les fonds locaux.
Et effectivement, c'est une question qui anime beaucoup les collègues, particulièrement en bibliothèque territoriale. Qu'est-ce qu'un fonds local? Il y a autant de réalités d'un fonds local que d'établissements, à peu près, quasiment. Néanmoins, je voulais juste... alors voilà, l'objectif c'était d'essayer de formaliser les périmètres des fonds locaux, si on pouvait trouver des synergies sur des thématiques. La thématique que tout le monde donne tout le temps, c'est le thermalisme. Voilà, je vous la donne, mais globalement, c'est effectivement assez parlant. Et l'idée, c'était de rendre accessible un petit peu les politiques documentaires des établissements sur les fonds locaux à travers une cartographie. Donc, comme toute bonne histoire, ça commence par une enquête, n'est-ce pas? Vous avez remarqué, à chaque fois, ça commence par une enquête. On s'aperçoit que c'est pas fait, alors on le fait. On a commencé en 2023 et les résultats, on les a eu fin 2024. Il y a 56 établissements qui ont répondu. Alors, je vous ai juste ressorti, je vous montrerai sur le colporteur, vous pourrez voir l'ensemble des résultats de l'enquête, mais il y a 44 établissements qui conservent des publications en série. Je vous ai juste mis les dates d'édition pour les publications en série. Effectivement, comme Wilfried le disait, hein, la majorité c'est 19e, 21e, mais il y a quand même quelques collections plus anciennes que vous voyez, c'est la deuxième colonne en partant de la gauche. J'allais dire la droite, mais non, c'était l'autre droite, la gauche. Hop. Et là, c'était la petite partie sur les résultats de l'enquête, sur les liens avec les acteurs locaux. Nous, on se demandait si, comme on va acheter son panier de légumes bio local avec ses producteurs locaux, est-ce que les bibliothèques ont une attention particulière à la création locale et est-ce qu'elles sentent une espèce d'engagement vis-à-vis de cette création-là? Ils sont donc 30% à penser qu'effectivement, une partie de leur politique documentaire peut être une démarche engagée en faveur de la création locale. Et donc ce qui couvre à peu près le local, c'est bien évidemment, comme le disait Wilfried, ce qui évoque le territoire, à 98% pour les auteurs locaux, et pour les catalogues des éditeurs, c'est 84%. Néanmoins, il y a encore beaucoup d'établissements qui achètent systématiquement des œuvres d'auteurs qui sont nés sur le territoire ou qui ont vécu sur le territoire, voire toute la totale. Mais vous imaginez bien que ça, c'est un peu, ça a des limites vu la taille des réserves et les contraintes qui en ressortent. Mais voilà, c'était quand même intéressant de voir qu'il y avait quand même une certaine logique. En tout cas, voilà. Donc Maëva, quand elle a fait sa sélection, ça traite du territoire majoritairement, sauf grand cas de Michelin. Mais ça a été dit. Et donc je voulais juste vous montrer... Voilà. Donc ça, c'est la carte qu'on a travaillée avec un outil qui s'appelle GoGoCarto. Et donc l'idée, et on pourra peut-être mettre sur cette carte les pôles de conservation, par exemple, éventuellement du PCPP. Et donc l'idée, c'est d'avoir les petites notices des établissements. Et donc là, vous pouvez avoir des thématiques travaillées ou des territoires historiques. Donc si on a les thématiques, je ne sais pas trop ce que je vais mettre, à vrai dire. Je peux peut-être mettre le patrimoine industriel, par exemple. Voilà. Et en jaune apparaissent uniquement les médiathèques qui ont des patrimoines industriels avec les typologies de documents conservés, etc. Donc on pourrait imaginer de mettre un lien vers le SUDOC sur les notices PCPP et rendre lisible à la limite quelque chose de Auvergne-Rhône-Alpes et pas uniquement voilà, ça pourrait être un endroit, je le dis en même temps là tout de suite, donc on n'en a pas parlé, mais peut-être ça pourrait être quelque chose qui pourrait être assez facile de juste causer une cage, oula, c'est difficile, de cocher une case et de renvoyer effectivement vers le SUDOC, parce que l'idée c'est de ne pas se suppléer à des bases nationales, ça renvoie vers les notices du CCFR, mais c'est pas, voilà, nous c'est vraiment de rendre lisibles les politiques documentaires. Et donc je vous le disais, si vous voulez voir l'ensemble des résultats de l'enquête, ou si vous voulez lire les portraits de Émilie, Sylvain ou Pierre, qui est ici présent, vous pouvez aussi. Et sinon, vous avez l'ensemble des résultats sur le colporteur, donc dans la cartographie des fonds locaux, et vous avez la méthodologie qui est présentée, et voilà, la composition des fonds locaux en Auvergne-Rhône-Alpes, pour le coup. On a fusionné sur ce sujet-là. Voilà. Mais on se rapprochera aussi sur le PCPP, bien évidemment. Voilà. Et j'arrive au terme de ma présentation. J'espère ne pas trop vous avoir endormi. Merci beaucoup.